bonne présentation bien fouillée. On a senti une bonne recherche avec revue de la littérature. À un moment, je me disais même, est-ce que vous allez pouvoir faire le cours? Mais j'ai été agréablement surpris parce que c'est un cours qui était très général. Ce n'était pas évident de pouvoir trouver un plan pour ce cours. Mais le plan que vous avez adopté quand même, ça vous a permis de vous en sortir et de nous donner les éléments essentiels. Donc, je vais juste apporter quelques éléments pour contribuer à la conception finale de votre cours. Donc, juste pour l'épidémiologie, il faut juste rappeler que dans nos pays à nous, bon, je vais prendre l'exemple du Sénégal au moins, parce que là, au moins, j'en suis sûre, c'est qu'on est dans une communauté avec une forte proportion de staff multirésistant. Donc ça, il fallait le faire ressortir. Parce que la prise en charge avec les antibiotiques qu'on va devoir utiliser va découler de cela. Donc, il fallait rappeler le fait qu'on est dans une communauté avec une forte proportion de staff multirésistant supérieure à 15%. Et que ça va avoir une incidence sur l'antibiothérapie qu'on va utiliser plus tard. Maintenant, si on en vient à la démarche diagnostique, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, c'est vrai que vous avez décrit les différents types d'anomalies qu'on peut avoir en fonction de la stratification des couches qui composent la peau et l'hypoderme, mais il fallait au moins nous donner les signes généraux. Donc, dire que dans tous les cas, même si vous avez ces signes d'infection cutanée, il faut rechercher des signes généraux qui rappellent un sepsis, c'est-à-dire une fièvre, par exemple, ou une tachycardie, voilà, ou bien carrément des signes de choc septique. Mais il fallait faire ressortir au moins les signes infectieux généraux qui accompagnent ce tableau d'infection cutanée. Maintenant, pour les différents types d'infections cutanées, vous avez bien stratifié, sauf à un niveau, c'est-à-dire vous avez donné pour les couches superficielles, ensuite pour les couches profondes. Pour les couches superficielles, vous avez suivi l'ordre, impétigo, furoncle, mais l'anite et la vulvite n'ont pas sa place ici. C'est-à-dire vous devez donner pour chaque plan cutané, quand on fait de la stratification, quel type d'infection vous pouvez avoir en fonction de l'atteinte. Donc, l'anite et la vulvite n'en fait pas partie parce que pour l'anite et la vulvite, vous n'avez pas précisé quelle est la couche qui est atteinte. Donc, ça, il faut enlever la partie anite et vulvite. Ça n'en fait pas partie du tout. Donc, vous gardez l'impétigo, la folliculite, le furoncle, l'anthrax. Mais vous avez oublié un qui est très important, l'abcès. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas fait attention, mais je ne vous ai pas entendu parler d'abcès du tout. Alors que ça fait partie des lésions cutanées infectieuses qu'on rencontre le plus souvent dans les services. Donc, l'abcès, ça devait ressortir. Peut-être c'est une inattention de ma part, ou bien vous en avez parlé. Non, nous n'en avons pas parlé. Voilà, or c'est-à-dire l'abcès ne devait pas manquer. Du tout, ça ne devait pas manquer. Donc, il faut rajouter ça voilà, avant de me le remettre. Il faut parler de l'abcès cutané. Vous faites la description et la prise en charge aussi, vous l'incluez, comme ce que vous avez fait pour les autres. Maintenant, si on en vient au dermo-hypodermique, là aussi, vous avez tout, c'est-à-dire vous n'avez pas fait la description en fonction de la dermo-hypodermite nécrosante et non nécrosante. Pour la non-nécrosante, il fallait au moins décrire l'érysipèle et la cellulite, avec l'érysipèle qui est une atteinte du derme supérieur et des lymphatiques superficielles. Ça fait également partie des types de dermo-hypodermite non nécrosante que vous voyez le plus souvent. La cellulite aussi, c'est très fréquent comme motif d'hospitalisation. Et là, c'est l'infection du derme profond et de la graisse sous-cutanée. Donc, pour les dermo-hypodermites non nécrosantes, il faut décrire au moins l'érysipèle et la cellulite avant de rendre le cours et vous donner la prise en charge. Pour l'infection nécrosante, ça c'est bon, vous l'avez fait. Pour le syndrome de choc toxique aussi, également, vous avez fait une bonne description. Sauf pour le syndrome de choc toxique, il y a une anomalie cutanée qui l'accompagne et qui permet de le suspecter fortement. C'est l'érythrodermie maculaire, c'est-à-dire vous allez avoir des macules confluentes érythémateuses. Dès que vous voyez ça associé au tableau d'infection de choc, c'est-à-dire fièvre avec une éruption cutanée généralisée, voire même des signes de choc à type d'hypotension, d'atteinte multiviscérale, plus cette érythrodermie maculaire-là sur le corps, ça doit vous faire suspecter fortement le syndrome de choc toxique. Donc, c'est juste rajouter l'érythrodermie maculaire diffuse, qui est un signe qui doit le faire suspecter fortement
Pour la paraclinique aussi, vous avez essayé de le faire pour chaque type d'infection cutanée, mais vous aurez pu ouvrir juste un petit paragraphe où vous décrivez en fait les techniques qui permettent d'isoler le germe, c'est-à-dire à savoir déjà qu'est-ce qu'on prélève, quels sont les prélèvements qu'on fait, c'est-à-dire le liquide biologique qu'on prélève, et en dehors de ça aussi, vous dites quelles sont les techniques qui permettent d'isoler le germe, c'est-à-dire soit on va faire un examen direct, ou bien on va faire une culture du liquide obtenu, ou bien carrément on fait une hémoculture lorsqu'on a une bactériémie. Donc, il faut ajouter un petit paragraphe concernant comment on fait le diagnostic de certitude, en fait, les produits biologiques qu'on doit prélever et comment on fait l'isolement du germe. Maintenant, pour le traitement va dépendre, comme je vous ai dit, du fait qu'on soit en zone où le staph multirésistant est retrouvé. Dans tous les cas, vous aurez pu le stratifier de manière très simple, c'est-à-dire, au lieu de décrire pour chaque type d'infection cutanée quel antibiotique on utilise, il fallait le sérier. Vu qu'on sait que le titre général, c'est les bactéries qu'on est en train de voir, c'est staph et strepto. Donc, vous le classez en enfant qui est instable sur le plan hémodynamique, un enfant qui est stable sur le plan hémodynamique et un enfant qui présente genre les dermohypodermites, les lésions du derme supérieur qui sont banales sans signe systémique. Donc, si on revient aux enfants qui présentent ces infections mais qui sont instables sur le plan hémodynamique et surtout au fait qu'on soit dans une zone à staph multirésistant, au moins il y a les deux antibiotiques qu'on doit mettre forcément, c'est la vancomycine et l'oxacilline. Donc ça, vous devez le mettre dans la présentation. Parce que même vous, au lit du malade, lorsque vous êtes de garde et que vous recevez ce genre de patient, vous devez connaître quel antibiotique utiliser. Donc, cette session qu'on fait en ligne là, ça permet de redresser un peu la prise en charge. Donc, enfant instable sur le plan hémodynamique, il faut mettre la vanco et l'oxacilline pour toucher au moins le staph multirésistant. Maintenant, s'il y a d'autres bacides gram négatifs associés, c'est à vous de voir si vous allez mettre de la céfotaxime ou de la ceftriaxone pour toucher au moins le streptocoque. Maintenant, pour les enfants qui sont stables sur le plan hémodynamique, mais qui ont des lésions qui sont purulentes ou qui commencent à être fluctuantes, là, c'est la même chose. Soit on utilise les céphalosporines de troisième génération, parce qu'il y a certaines molécules qu'on utilise dans les pays développés et qui ne sont pas disponibles ici, telles que la clindamycine, la doxycycline, la cloxacycline ou la céphalexine. Donc, ici, au moins, il faut mettre un C3G et en même temps ajouter la vancomycine pour viser au moins le staph multirésistant dans nos régions ici à nous. Ou bien vous donnez de l'oxacilline. Maintenant, pour les enfants qui présentent les infections cutanées superficielles simples du derme, telles que l'impétigo ou la folliculite, et qui n'ont pas de signes systémiques, c'est-à-dire ils n'ont pas de fièvre, ni de signes de choc, ni de tachycardie, donc juste un impétigo ou une folliculite, ça c'est comme vous l'avez dit, on fait une antibiothérapie locale en mettant en fait, en utilisant un produit qui peut être à type de crème, voilà, ou de lait pour pouvoir traiter cette infection cutanée. Mais on n'a pas besoin de faire un traitement par voie systémique. Par contre, l'exception pour le traitement systémique, c'est pour les enfants qui ont plusieurs sites d'impétigo ou de follicule, comme vous l'avez dit, une furunculose ou une impétiginisation. Là, il y a plusieurs sites. Forcément, il faut faire un traitement systémique. Donc, infection simple du derme, avec une seule localisation, traitement local. S'il y a plusieurs sites et qu'on craint que l'enfant ne fasse une septicémie avec risque de choc septique, là, il faut carrément passer au traitement systémique. Voilà, maintenant, pour les résultats, en général, si l'antibiothérapie est bien conduite et que vous avez donné le bon antibiotique à la bonne dose, en principe, au bout de 48 heures de vie, 48 heures, excusez-moi, vous devez avoir une amélioration clinique. Maintenant, pour tout ce qui est les drainages et autres, ça va dépendre en fait du type d'infection que vous avez et du volume aussi, s'il y a du pus, du volume que vous allez voir. C'est en fonction du volume que vous allez poser l'indication du drainage ou pas. Sinon, ça a été une bonne présentation bien fouillée. Il suffit juste de rajouter les petits éléments que je